Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La conférence de haut niveau sur le partenariat G20 Afrique s'est ouverte aujourd'hui à Berlin, en Allemagne. Le président ivoirien Alassane Ouattara participe à la rencontre. L'Allemagne veut donner la priorité au développement de l'Afrique. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ils sont plus de 355 000 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. Comment se sont déroulées les épreuves ce lundi? Quel est l'état d'esprit des candidats? Éléments de réponse dans ce 20h. La Société mathématique de Côte d'Ivoire a 40 ans, plusieurs années d'activité qui ont été célébrées en présence du vice-président ivoirien. Un hommage a été rendu au professeur Salou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Enfin, en France, les résultats définitifs du premier tour des législatives ont été publiés. La République en marche d'Emmanuel Macron se dirige vers une victoire écrasante. À l'issue du scrutin, son parti, arrivé en tête, a récolté 32,32% des suffrages. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par l'Allemagne, où s'est ouverte ce lundi la conférence de haut niveau sur le partenariat G20 Afrique. Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs dirigeants africains participent à la rencontre avec Angela Merkel. L'Allemagne veut saisir l'opportunité de sa présidence du G20 pour attirer les investissements vers l'Afrique en vue de réduire les migrations vers l'Europe. Awa Touré est notre envoyé spécial à Berlin. Vers la mise en œuvre d'un plan Marshall avec l'Afrique. C'est en tout cas l'ambition de la présidence allemande du G20 qui entend construire un avenir commun avec l'Afrique. Il s'agit à travers l'initiative Compact with Africa de promouvoir les investissements privés et coordonner les initiatives du G20, celles des organisations internationales et des pays africains. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, initiatrice du concept Compact with Africa, cette conférence internationale sur le partenariat G20 Afrique marque le début d'une coopération fructueuse. Nous, les pays industrialisés, nous devons nous demander est-ce que nous nous sommes engagés sur la bonne voie avec notre aide au développement classique? Je pense que non, parce que nous nous sommes toujours focalisés sur notre propre développement économique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une initiative qui ne parle pas de l'Afrique, mais avec l'Afrique, dont cette initiative Compact avec l'Afrique, Compact avec Africa. Vous, les pays africains, grâce à votre agenda 2063, vous avez aussi tracé la voie et vous avez dit où le développement devrait aller. 9 pays africains, dont 6 de l'Afrique de l'Ouest, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, vont bénéficier de ce programme Compact with Africa. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la tenue de cette conférence avant de saluer les actions de la chancelière allemande en faveur de l'Afrique. J'adhère pleinement à cette approche innovante qui vise à améliorer les conditions cadres des investissements privés et à inciter les organisations internationales et régionales à conclure en coopération avec des pays africains intéressés et des partenaires bilatéraux des accords pour attirer les investissements privés. J'adhère aussi à l'objectif de mieux coordonner les initiatives du G20 avec celles des organisations internationales et des pays africains. Cependant, dans la mise en œuvre de cette initiative, il serait utile de veiller à ce que les conditionnalités croisées ne constituent pas un frein. Le Compact Africa devrait principalement couvrir les projets d'infrastructure, de transport et d'énergie dont l'Afrique a tant besoin. En ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, nous avons bien évidemment des projets nationaux portuaires, aéroportuaires, construction de logements sociaux, aménagement des zones industrielles, mais il faut surtout, et nous croyons à l'intégration, des projets régionaux structurants, tels que les corridors autoroutiers et les chemins de fer sous-régionaux. Vous savez, c'est ce qui a fait le démarrage de l'Europe et nous devons nous en inspirer au niveau du continent africain. En effet, comme les pays émergents les plus performants l'ont fait,
la Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, a placé au cœur de sa stratégie le secteur privé comme le moteur de la croissance économique. Afin que les objectifs visés par tous soient atteints, il importe donc de tenir compte des réalités et des spécificités de chaque pays dans l'allocation des ressources du Compact Africa vers le continent. Mon pays est fier de sa tradition de solidarité et estime que si des fonds conséquents sont alloués, cela aura un impact significatif qui contribuera à la réduction du flux migratoire vers l'Europe. Le G20, qui endosse ainsi cette initiative allemande, va désormais apporter son soutien à des accords d'investissement conclus entre les pays africains, les organisations internationales et ce groupe des 20 pays les plus industrialisés et émergents. Et avant l'ouverture des travaux de la conférence sur le partenariat G20 Afrique à Berlin, le président ivoirien et son homologue rwandais se sont rencontrés. Ils ont fait le point de la coopération entre leurs pays et évoqué la stratégie Compact with Africa du G20, une stratégie qui a pour objectif la création de conditions d'investissement stables et du développement accru des infrastructures de base. Avant Berlin, le président Alassane Ouattara était à Paris, en France, où il a été reçu hier par son homologue français, Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien est le premier dirigeant, je rappelle, dirigeant africain en visite officielle à l'Élysée sous Emmanuel Macron. Ce dernier a salué la dynamique économique empruntée par la Côte d'Ivoire et a réitéré le soutien de la France au processus de développement du partenaire ivoirien. On fait le point avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Saoui. Chaude poignée de main entre les présidents français et ivoiriens sur le perron de l'Élysée, comme pour montrer que les deux dirigeants, issus du monde de la finance, sont en phase. Et dire qu'ils n'en sont pourtant qu'à leur première rencontre officielle. Après les échanges de civilité, place à l'entretien entre les deux chefs d'État et leurs délégations respectives. Moment où sera passé en revue tous les sujets de coopération bilatérale. Le nouveau président français se dit impressionné du dynamisme économique d'un pays à peine sorti de crise. Un dynamisme qu'il promet d'appuyer le long de son mandat. Je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi le président Ouattara, qui est le premier chef d'État africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Élysée. Et c'est un signal fort d'ailleurs de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui et qui reste et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur, tout au long de mon mandat, non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les nôtres. Je sais l'histoire de nos pays, les épisodes difficiles qu'il y a pu y avoir, les périodes aussi difficiles que la Côte d'Ivoire a traversées, mais également la renaissance et le rayonnement qui est aujourd'hui le sien. Après quelques difficultés, le fait que l'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiées d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7% en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. J'ai pu féliciter d'ailleurs le président des récentes émissions, le Premier ministre et le gouvernement à ses côtés, qui ont été faites par la Côte d'Ivoire et qui ont non seulement affiché des taux qui étaient plus faibles que les taux attendus et une sursouscription dans plusieurs devises. Ce qui montre bien là aussi que la communauté internationale perçoit ce dynamisme ivoirien. La France accompagnera cette transformation, cette modernisation économique. Nous restons aujourd'hui le premier partenaire bilatéral en faveur de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons non seulement consolider, mais bien évidemment renforcer ce rôle. Lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique, deux autres sujets au cœur de cette rencontre de haut niveau. Là encore, Emmanuel Macron assure que le soutien de la France ne fera pas défaut à son partenaire ivoirien. Nous avons un défi qui est la lutte contre le terrorisme et la sécurité de nos pays et de la région. Et à ce titre, nous renforcerons dans les prochaines semaines et les prochains mois, de manière très concrète, nos partenariats en matière de coopération militaire, de renseignement, de formation militaire. Et je considère aussi que nous devons donner une composante préventive à travers une coopération plus forte en matière éducative. Et là-dessus, nous prendrons des mesures très concrètes.
Le deuxième défi qui est le nôtre, c'est le défi climatique. Nous l'avons évoqué, je remercie le président d'ailleurs à la fois d'avoir réaffirmé son engagement fort pour l'accord de Paris, mais d'avoir aussi réaffirmé les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous devons ensemble décider de mesures et de projets concrets qui vont en ce sens. Projets de transport urbain, projets d'assainissement de l'eau, projets d'innovation qui permettent d'accompagner ces transformations, en particulier de l'économie ivoirienne, et qui, de manière concrète, accompagnent un engagement diplomatique avec une transformation économique et sociale. Et donc la France accompagnera tout particulièrement ces projets et souhaite participer à ces derniers dans le cadre de la transformation de l'économie de la société ivoirienne. Nous saluons votre position et vos déclarations sur l'accord de Paris. Nous considérons que le climat est un domaine essentiel pour les pays africains et par conséquent, nous avons ratifié l'accord de Paris et les instruments ont déjà été déposés aux Nations Unies et nous voulons vous encourager à garder ce leadership dans le monde pour améliorer la situation donc, de l'ensemble de la planète. Nous avons évoqué également les questions sécuritaires, mais également régionales. Je voudrais vous féliciter pour le voyage que vous avez effectué au Mali, à Gao. C'était un moment important de donner de l'assurance et l'espoir aux populations, non seulement du Mali, mais de l'ensemble de la sous-région, car la lutte contre le terrorisme n'est pas limitée à un pays ou à une ville, mais à toute une région et même, je dirais, à la planète entière. Nous sommes d'avis que cette lutte doit être renforcée au niveau international et nous sommes déterminés à jouer la part qui est la nôtre. La Côte d'Ivoire a certes connu des troubles ces derniers mois, mais cela n'altère en rien sa détermination à poursuivre sa marche vers le développement, dira le président Alassane Ouattara à la suite de son homologue français. La Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, a fait des progrès importants dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Le pays va bien. Bien évidemment, nous avons, au cours des derniers mois, subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7%, comparé à la moyenne de 9% que nous avons connue au cours des 5 dernières années. C'est dire que la gestion macroéconomique et notre volonté de réduire la pauvreté sont effectivement en train de prendre et qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire continuera d'être un modèle de bonne gouvernance, de bonne gestion. Et en cela, je voudrais saluer le rôle des entreprises françaises, le soutien du gouvernement français et dire que pour le moyen terme, nous souhaitons mettre l'accent sur notamment les questions d'investissement dans les énergies renouvelables, la question de l'éducation, l'assainissement et faire en sorte que l'environnement soit meilleur pour nos concitoyens au niveau donc de la sous-région ouest-africaine. Je voudrais vous remercier pour le soutien que nous avons eu de la France pour pouvoir accéder au Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire sera à compter du 1er janvier 2018, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pas important. Cela fait un quart de siècle que nous n'avions pas eu la possibilité de siéger au Conseil à cause des difficultés que mon pays a connues. Et donc nous considérons que c'est une évolution importante pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Nous tenons beaucoup à notre coopération avec la France et je voudrais saluer votre engagement à nous aider à démarrer très rapidement le métro d'Abidjan. C'est un projet important dans le domaine social. Abidjan est une ville de 5 millions d'habitants, mais également dans le domaine donc, environnemental. En somme, cette première rencontre entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron aura été un ferment de plus à la consolidation des relations ivoiro-françaises. Prochain rendez-vous entre les deux hommes, le 2 juillet prochain à Bamako pour le sommet du G5 Sahel, avant la venue fin novembre à Abidjan du président français pour le sommet Union européenne-Afrique.
On reste en France où le président Emmanuel Macron est sur le point de remporter son pari. D'après les résultats définitifs du premier tour des législatives publiés ce lundi, son parti, La République En Marche, se dirige vers une victoire écrasante à l'issue du scrutin. La République En Marche est arrivée en tête de ce premier tour. La République En Marche a récolté 32,32% des suffrages et remporterait entre 390 et 430 sièges. La droite, les Républicains, sauvent les meubles en récoltant 21,56% des suffrages. Le Front national de Marine Le Pen, 13,2% entre 1 et 12 sièges. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 11,02% entre 11 et 23 sièges. Le Parti socialiste laminé récolte 9,5% des suffrages et obtiendrait entre 20 et 40 députés. Faisons maintenant le décryptage de tous ces chiffres avec notre reporter Herman Diévy. Emmanuel Macron, présenté haut la main ou en maître incontesté du Parlement français, au lendemain du premier tour des législatives, la presse française affiche à la une de ses journaux ce qu'elle qualifie de déferlante macroniste. Tel un tsunami, le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron pourrait s'arracher environ 400 sièges du Parlement. Une véritable gifle aux partis traditionnels, le Parti socialiste et le Parti républicain. L'effet Macron, un mouvement qui fait boule de neige. À partir du moment où des partis traditionnels qui, en leur sein, regorgent de politiciens qui ont toute une histoire et que ceux-là aient été battus par des jeunes, par des leaders politiques nouveaux dans des circonscriptions historiques et traditionnelles. Cela dénote donc la fin d'une génération et le début d'un nouveau cycle de vie politique en France. C'est cela qu'il faut tirer comme enseignement dans la lecture que nous devons faire de l'élection législative qui vient de se dérouler. Des têtes d'affiche et non des moindres de ces partis politiques sont tombés. Au nombre d'entre elles, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, ou encore Benoît Hamon, candidat malheureux à la présidentielle. La deuxième défaite des partis traditionnels et des hommes politiques historiques, c'est le taux d'abstention. En réalité, ce sont les leaders historiques qui ont été une deuxième fois battus à travers le peu d'engouement qu'il y a eu à ces élections législatives. Le mouvement En Marche est un mouvement qui ne date que d'une année. Or, eux n'ont pas réussi à mobiliser le maximum d'électeurs à travers leur structure politique traditionnelle pour réussir cet engouement-là et inverser la tendance. Donc, en réalité, c'est une victoire du président Macron. Des résultats qui ne seront pas sans conséquences dans la vie de ces partis politiques. Les partis politiques bénéficient de l'aide, de la subvention de l'État sur la base de la proportionnalité des parlementaires que les différents partis présentent à l'Assemblée ou au Sénat. La difficulté de financer des activités aura des répercussions. C'est toute la cartographie politique française qui est impactée. Second tour des législatives françaises, dimanche 18 juillet 2017. Et c'est la saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. La météo prévoit pour la ville d'Abidjan des orages et d'importantes pluies susceptibles d'occasionner des inondations. Alors, prudence sur les routes. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ils sont 377 725 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. La ministre Kandia Camara a visité des centres à l'intérieur du pays, notamment à Toumoudi. Comment se sont déroulées les épreuves? Quel est l'état d'esprit des candidats? Réponse avec Kwadio Kwame Jean de Dieu. Lycée moderne Camille Liali de Toumoudi, cadre choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du BEPC section 2017. 9h50, arrivée de Mme Kandia Camara, accueillie par Mme Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, entourée des autorités administratives, politiques et de plusieurs responsables du milieu de l'éducation nationale. Secrétariat de l'examen au lycée Camille Liali, où composent 651 candidats repartis dans 51 salles. Première épreuve, la composition française. Appréciation de certains candidats. Nous venons de terminer les épreuves de composition française. Ça parlait de l'école, c'est un sujet très facile pour moi.
Au début, j'avais peur, mais je crois que tout va bien se passer et je prie Dieu que Dieu nous aide. Vérification des enveloppes contenant les épreuves garantissant la transparence de l'examen, avant de distribuer les épreuves de physique et chimie. Dernière escale, le CMET. Après la visite, Madame le ministre a dit sa satisfaction quant au bon déroulement des épreuves du BEPC. Aujourd'hui, nous avons des candidats au BEPC qui composent dans 609 centres. C'est du travail. C'est la raison pour laquelle je félicite mes collaborateurs, Madame la directrice et l'ensemble de ses collaborateurs, parce que c'est un processus qui a commencé depuis 2016. Et des mots d'encouragement à l'endroit des candidats libres pour leur souci d'améliorer leurs conditions de vie. Vous savez, abandonner les salles de classe, quitter les tables bancs pendant 1 an ou pendant plusieurs années et revenir à l'école pour poursuivre et surtout chercher à obtenir un diplôme, je trouve que c'est très courageux. Et c'est la raison pour laquelle je félicite les candidats libres et j'encourage tous ceux qui n'ont pas leur diplôme à passer les différents examens et concours parce que ce sésame leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Avant tout maudit, Madame le ministre a visité plusieurs centres d'examen à Yamoussoukro. Les résultats du CEPE sont attendus le 16 juin, BEPC le 4 juillet et le baccalauréat le 16 juillet. Et les IFEF sont aussi en composition. Les examens de fin d'année ont démarré aujourd'hui dans les instituts de formation et d'éducation féminine. 589 candidats participent aux épreuves dans des centres à Abidjan, Yamoussoukro et Korogo. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité était à l'IFEF de Port-Boué ce matin pour donner le top départ de ces examens. Astou Touré. Ce geste marque le début des épreuves de fin d'année dans les 7 centres d'examen de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF. Cette journée commence par les épreuves de broderie-main et de crochet. En ce jour qui marque la fin de 3 années de formation à l'IFEF, Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, s'est dite satisfaite du déroulement des épreuves. Je suis heureuse de savoir que tout le monde a reçu son matériel. Nous avons 589 candidats. Parce qu'il y a des hommes et des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée optionnelle, c'est-à-dire les matières optionnelles, c'est-à-dire, vous avez vu avec moi, crochet et puis broderie. Au fil du temps, on va passer aux disciplines obligatoires qui sont la couture, la pâtisserie et l'éducation familiale. En plus d'Abidjan, ils sont venus de plusieurs autres villes de l'intérieur du pays, telles que Tanda, Abangourou, Divo, Lakota, peu importe la distance. Je suis prête à traverser même l'Afrique pour avoir mon diplôme. Si ce n'était pas à l'IFEF de Port-Boué, que c'était au bout du monde, j'allais faire l'effort même d'être présente. Prosper est le seul homme de ce centre de 112 candidats. La couture est sa passion. J'aime la couture, je voulais me former pour mieux avoir de connaissances. Les épreuves dureront 5 jours et les résultats sont attendus à la fin du mois d'août. Rappelons que l'IFEF existe depuis 1958 et compte 106 écoles. Bonne inspiration donc à tous ces candidats. Et pendant que se déroulent ces examens, la Société mathématique de Côte d'Ivoire célèbre ses 40 années, plusieurs années d'activités célébrées en présence du vice-président ivoirien. Un hommage a été rendu au professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, pour son implication en faveur du rayonnement des sciences mathématiques, comme nous l'explique Herman Givé. Voici 40 ans qu'existe la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Pour célébrer cet âge de maturité et souffler ses 40 bougies, la Société mathématique de Côte d'Ivoire, en abrégé SMCI, rend hommage au professeur Saliou Touré par le biais d'une conférence internationale de mathématiques. Aux premières loges de cette conférence internationale de mathématiques, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'imprègne du bilan de la dite société depuis sa création, un bilan présenté par le professeur Saliou Touré. C'est pour permettre à la Côte d'Ivoire de participer activement au processus du développement et de promotion de la science que nous avons créé au mois de mai 1977, la Société mathématique de Côte d'Ivoire. De nombreux travaux de recherche à cheval sur plusieurs domaines
sont actuellement menées dans nos universités, nos instituts de recherche et dans nos grandes écoles. Dans tous ces domaines, nos chercheurs ont obtenu des résultats remarquables, malgré quelques difficultés passagères. Tous les résultats obtenus ont été publiés dans des revues mathématiques de renommée internationale. Vérité mathématique, le champ d'application des mathématiques reste incommensurable. Les mathématiques sont au cœur du développement de la science et de la technologie. Vérité partagée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les mathématiques méritent bien le terme de mère des sciences. Feu le président Félix Houphouët-Boigny, l'illustre père de la nation ivoirienne, avait très tôt saisi le rôle majeur de la science dans la société. Il aimait ainsi à répéter « l'avenir appartient à la science ». Je félicite donc les personnalités du monde mathématique qui ont donc été distinguées pour leur mérite, qui reçoivent ici tous nos encouragements pour leur travail accompli et reconnu. Vive félicitations à tous les membres de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, avec bien sûr une mention très spéciale aux membres fondateurs, dont l'un des plus illustres est l'éminent professeur Saliou Touré. Quelle redynamisation et perspective de la Société mathématique de Côte d'Ivoire? Quelle mathématiques à l'ère du numérique? Différentes thématiques qui seront abordées au cours de plusieurs panels, couvrant les 3 jours de célébration arrêtés pour l'occasion. Et nous partons maintenant pour la Belgique, d'où revient justement le vice-président ivoirien. Il représentait le chef de l'État Alassane Ouattara aux Journées européennes du développement. À marge de ces rencontres, il a visité une entreprise d'archivage et de numérisation. Victorien Angoua, témoignage pour RTI 1. Memnon, une entreprise belge rachetée à 100% par la multinationale Sony. Sa mission, sauvegarder entre autres le patrimoine audiovisuel et culturel. Un patrimoine de plusieurs millions d'heures dans le monde en danger. Dégradation des supports, peu d'inventaire, lecteurs hors d'usage, inexistence de certaines machines depuis 40 ans. Même quand elles existent, des problèmes de compétences se posent. Bref, un pan entier d'une partie de l'histoire de l'humanité, notamment africaine, court le risque d'amnésie collective. Il y a des défauts typiques dans le film qui, eux, peuvent se traiter en numérique. Une partie peut être traitée encore physiquement, mais une partie doit être traitée dans le domaine du numérique. Et donc, à ce moment-là, il y a des outils que nous utilisons pour, à ce moment-là, améliorer l'image, pour en permettre une diffusion, une utilisation plus large, etc. Donc, en fait, dans un premier temps, vous faites la copie, vous conservez l'original, de manière à qu'on sache c'est sur cette base vous êtes parti. Et ensuite, maintenant, vous retravaillez donc, sur le film, enfin la vidéo, tout ce que vous avez, de manière à apporter des améliorations qui permettent donc une utilisation plus agréable. Voilà, Prenons les vieux disques avec des cracks, on les numérise avec les cracks, mais derrière on fait le travail, voilà, pour que ça paraisse en guillemets normal. Voilà, et plus moderne. Peu de pays ont développé une politique d'archivage. C'est ce que voudrait corriger le vice-président ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a mûri l'idée depuis 1990. En plus de la radio et de la télévision nationale, il a pensé à l'archivage des documents de l'État. Une visite guidée par le directeur général et fondateur de la structure a permis au vice-président ivoirien de se faire une opinion des capacités opérationnelles de l'entreprise belge. Michel Mertens révèle que l'UNESCO demande la sauvegarde des images, vidéos et autres sonores afin de préserver l'histoire et la mémoire du pays et de sa population. Nos racines, c'est l'histoire. Sans racines, l'arbre meurt. Et ce 12 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. C'est la 15e journée. La Côte d'Ivoire mène campagne pour la préservation et la promotion des droits des enfants. L'État ivoirien invite chacun à protéger les enfants, notamment lors des conflits et catastrophes. Experts, secteur privé et ministères techniques sont en séminaire à Grand-Bassam pour réfléchir sur la stratégie de financement du sport en Côte d'Ivoire afin de trouver des solutions adéquates au profil des fédérations sportives et au sport. À l'étranger, des milliers de jeunes Russes sont descendus dans les rues aujourd'hui à l'appel de l'opposant Alexei Navalny. Les manifestants ont investi plusieurs villes, y compris près du Kremlin à Moscou, pour protester contre la corruption du régime. Des manifestations qui se sont soldées par des arrestations, dont l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Il y aurait eu plus de 200 interpellations. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h.
Afrique.